On va le regarder ensemble et je veux que vous puissiez, pendant que je vais expliquer, vous puissiez davantage voir comment est-ce qu'on présente les tableaux, comment est-ce qu'on fait les commentaires sur les tableaux, c'est-à-dire on choisit ce qui est pertinent pour rapporter dans les résultats, et également comment est-ce qu'on rédige la section méthodologie d'un article scientifique. Ça passe dans les bureaux. Donc, on va reparcourir ces différents éléments-là. Bon, soyez attentifs, s'il y a des questions, vous pouvez les poser pour qu'on puisse en discuter. Je vais juste ouvrir les documents. OK. Donc, là, c'est le premier document que vous m'avez envoyé, du moins que vous avez partagé dans le groupe tout à l'heure, qui est un article scientifique. Et on va juste parcourir ensemble pour que je vous fasse remarquer un certain nombre de choses qu'il est important de connaître et de comprendre et que vous ne puissiez pas à votre tour faire ces mêmes erreurs. Peut-être qu'il y en a dans ce document-ci. Déjà, ceci, ce n'est pas un article publié. Parce que lorsqu'on a un article publié, on verra dans l'autre exemple après, on va voir que ici, il y a le nom du journal, le volume, le numéro et toute la mise en page qui va avec le journal en question. Et vous allez voir que dans cet article, on n'a pas les auteurs. On ne sait pas qui a écrit cet article. On ne sait pas quelle est l'affiliation de ces différents auteurs. Est-ce qu'ils travaillent dans quelle institution? Ça, c'est pas mentionné ici. Et donc, on a dans le titre « Myélite aiguë à HHV7 chez un patient immunocompétent à propos d'un cas ». Bon, je ne m'intéresse pas forcément ici au volet médical de la chose, mais je veux qu'ensemble, on regarde un peu voilà, la structure de l'article, les éléments et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que ce soit plus convivial et plus correct comme article scientifique. Très bien. Donc, il y a déjà ces deux éléments-là qui font que je ne peux pas, par exemple, utiliser ces documents pour rédiger mon introduction parce que je ne saurais pas comment citer, je ne sais pas qui est l'auteur, je ne sais pas quel est le journal qu'il a publié, etc. Très bien. Ensuite, on a l'introduction. Bon, je ne vais pas forcément entrer dans les détails là avec les différentes références qui sont là. Et puis, on a le rapport de cas, un homme âgé de 31 ans, ainsi de suite. OK, l'examen clinique. L'autre chose qui fait problème ici, du moins qu'il faut améliorer, et ça s'applique quasiment dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment mieux lorsqu'on rédige de le faire ainsi. Vous allez voir qu'ici, il n'y a pas les sous-titres. Là, j'ai case report. Là, le texte commence et puis le texte continue jusque-là. Ça continue ici en haut et puis ça va jusqu'en bas là. Ça continue simplement. Je me retrouve seulement après maintenant avec discussion. Et là, vous voyez que pour le case report, par exemple, si je veux savoir quel est le traitement que cette personne a pris, je ne veux pas tous les détails, juste savoir le traitement qu'on a donné, ça va être difficile pour moi de me repérer. Donc, c'est pour ça qu'il aurait fallu avoir un sous-titre ici, par exemple, sur caractéristiques du patient, peut-être un autre sous-titre sur examen clinique, peut-être un autre sous-titre sur examen paraclinique, sur traitement reçu, peut-être sur évolution de ces patients, du patient, et qu'on puisse donc voir clairement quelles sont les différentes sous-sections qui se présentent là. Également, normalement, on ne souligne pas les titres. Les titres doivent pas être soulignés. En tout cas, en général, il faut éviter de souligner les textes lorsque vous êtes en train de rédiger. Parce que dans les principes de la rédaction scientifique, ce n'est pas vraiment pertinent en réalité. Très bien. Et dernière chose qu'il faut relever ici, le titre de la figure, une figure qui a là, hypersignal de la partie antérieure du cordon médulaire cervical. Ça, c'est difficile à comprendre. Vraiment. C'est l'hypersignal. Moi, j'aurais par exemple dit image IRM décrivant
le mode hypersignal de la partie antérieure musculaire cervicale du patient X ou du patient âgé de tel âge, juste pour qu'on puisse bien comprendre de quoi je suis en train de parler ici. Et comme on l'a dit, ça doit pouvoir tenir tout seul. Voilà, et puis après, on a longitudinalement étendu en séquence T2. Et une dernière chose, peut-être pour finir notamment là, lorsqu'on présente une image comme ceci, lorsqu'on fait une photo, en général, il faut indiquer sur la photo ce qu'on veut que les gens regardent. Ça, c'est vrai pour le case report, c'est vrai pour tout ce que vous aurez à faire. Quand c'est une photo, quand ce n'est pas un graphique, il faut indiquer, et on indique en général avec des flèches ayant une couleur précise. Par exemple, ici, je peux venir là, si c'est par exemple ça que je veux montrer, je vais mettre une flèche ici. Ah non, permettez que je reprenne là, voilà. Voilà, je vais mettre une flèche là, mettre une flèche comme ceci, mettre une flèche comme ceci, pour que quelqu'un va prendre l'image, que d'emblée, il voit qu'est-ce que je suis en train de pointer. Ou à défaut des flèches, l'autre chose que je peux utiliser pour pointer mon élément, c'est utiliser un cercle. Si par exemple, je veux présenter ça, je peux venir ici dessiner. Voilà, je prends un cercle là. Donc, je peux mettre un cercle ici pour indiquer à la personne qui va regarder ma figure de dire, tiens, voici ce que je veux te montrer sur cette photo-ci. Et très souvent, il faut expliquer en dessous de la photo qu'est-ce qu'on est en train de montrer. Ici, par exemple, je vois hypersignal de la partie antérieure du cordon médulaire, mais je ne sais pas quelle est la lésion qu'il veut montrer. On aurait pu compléter en disant, montrant un rétrécissement du canal médulaire ou montrant des signes inflammatoires à tel niveau. Et là, je verrai donc avec la flèche qu'il a montré où est-ce que ça se situe. Comme j'ai dit, je ne suis pas forcément dans le fond du volet médical, mais dans la façon de présenter. Et lorsque vous rédigez un article, quelle que soit la photo que vous utilisez, il faut toujours montrer aux gens. Ça veut dire que si, par exemple, je prends par exemple le cas d'un article qu'on pourrait faire sur, bon, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, la malnutrition, voilà. Et puis j'ai pris des photos pour illustrer justement les techniques de mesure du périmètre brachial qu'on avait utilisé. Si je mets cette photo dans mon article, il faudrait que je puisse indiquer au lecteur qu'est-ce que je veux qu'il regarde sur cette photo-là. Donc, ça, c'est vraiment important pour les 15 reports et pour tout ce que vous avez à rédiger. Après, maintenant, on a la discussion qui est là et une conclusion et des références. Voilà, et c'est tout pour cet article-ci, du moins ce que la personne a présenté. Maintenant, je vais vous faire remarquer peut-être juste quelques éléments là pour que vous voyez en fait que avec ce qu'on a déjà, vous pouvez apporter des corrections à certains articles qui sont rédigés. Par exemple, ici, je vois la phrase devant ces résultats, le patient avait reçu de la cyclovir en comprimé associé à la corticothérapie. Est-ce que si on enlève l'expression devant ces résultats, ça change le sens de la phrase? Moi, je pense que non. Je pense que ça ne change rien. Si on dit simplement le patient a reçu la cyclovir en comprimé, la corticothérapie, il est clair que c'est à la suite des résultats qu'on a présentés avant. Et c'est ce genre d'expression dont on parlait quand on disait les expressions qui ne changent pas le sens de la phrase qu'il faut pouvoir enlever pour rester vraiment avec ce qui est essentiel et qui permet de comprendre ce qu'on est en train de présenter. Voilà. Le deuxième article, je crois peut-être de la même personne, ça a pratiquement les mêmes éléments. Bon, les mêmes trucs dont on a parlé précédemment se retrouvent également ici. Là aussi, on a une image. Et vous voyez qu'ici, on a même une abréviation, IRM, mais il n'y a pas d'explication de qu'est-ce que ça signifie. En l'occurrence, ça veut dire imagerie par résonance magnétique, mais il faudrait être du domaine. Donc, si quelqu'un qui n'est pas du domaine médical lit ceci, il ne va pas comprendre, alors qu'on devrait avoir l'explication de chaque abréviation qu'on utilise
dans le texte lui-même. On ne devrait pas souligner. Et ici, par exemple, je crois que ça, c'est peut-être plus facile à voir. Voici, par exemple, la lésion que la personne voulait présenter. Je crois que ça doit être ça ici. Et donc, normalement, on doit avoir des flèches là qui nous indiquent que, tiens, voici la lésion qu'on veut vous faire remarquer. Voilà. Et c'est comme ça donc qu'on rédige pour permettre d'être bien compris, pour permettre que ceux qui vont vous lire n'aient pas beaucoup de difficultés, pour leur faciliter la tâche en fait, telle qu'on avait déjà eu à le dire précédemment. Maintenant, pour finir donc avec cette session, on va regarder cet article. C'est vrai que c'est en anglais, mais je crois que je vous ai parlé d'un site qui pouvait permettre de faire la traduction en français. Je vais l'ouvrir là pour que vous puissiez le voir. Et c'est un site qui est assez utile, surtout pour ceux dont la première langue n'est pas l'anglais. Voilà. Donc, vous pouvez juste aller sur Google, vous tapez DEEPL, par exemple. DeepL. Bon, chez moi, là, ça ouvre directement, mais je veux passer par Google pour que vous voyez bien quelle est la page qu'il faut ouvrir. Donc, quand vous tapez DEEPL, DeepL, c'est le premier site qui est là, DeepL Translate, qu'il faut ouvrir. Et là, vous avez donc cette partie où vous mettez votre texte. Ça détecte la langue automatiquement et vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez traduire. Bon, chez moi, par défaut, c'est le français qui est là. Et donc, si je viens ici, par exemple, je prends le titre, je vais sélectionner, c'est pas ça. Permettez, voilà. Donc, je prends le titre ici. Voilà. Donc, je vais copier et je reviens sur DeepL. Je vais coller ici. Voilà. Et en général, si vous copiez du PDF, ça ne reste pas identique. Je veux dire, il y a le décalage là, parce que ce n'est pas d'un fichier Word que j'ai pris. C'est pour ça que je dois me rassurer de ramener ça pour qu'ils comprennent bien que c'est la même phrase, que ce n'est pas deux phrases différentes. Dans la traduction d'ici, par exemple, c'est facteurs associés à l'état des personnes déplacées dans le nord de l'Ouganda. Il décrit les facteurs associés à l'état de santé des personnes déplacées dans le nord de l'Ouganda. Et donc, vous pouvez à chaque fois copier une section, coller, comprendre ce que ça veut dire pour comprendre. Et à force de le faire, certainement, vous finissez par avoir une meilleure maîtrise de la langue anglaise. Maintenant, je veux qu'on regarde d'abord les tableaux que ces auteurs ont présentés. Là, on a 3 tableaux, 4 tableaux. Très bien. On a 4 tableaux dans ce document. Vous voyez qu'il n'y a pas de figure, par exemple. Donc, il préfère mettre des tableaux tout simplement parce que c'est ça qui va renseigner avec détail sur les choses qui vont être présentées ici. Ensuite, il y a dans ce tableau 1, comme je l'avais dit déjà lors de la session de présentation qu'on avait eue, vous voyez qu'il n'y a que 3 traits qui sont mentionnés ici. Donc, j'ai un trait en haut là, un trait ici et un autre trait à la fin, tout simplement. En dessous du tableau, on a les définitions des différentes abréviations. Donc, abréviation UHL Uganda Shilling. Voilà, UHL veut dire Uganda Shilling. Ça, c'est la monnaie peut-être qu'ils ont là-bas. Et il y a des astérisques pour expliquer les mentions spéciales qu'on a. Par exemple, ici, dans Marital Status, donc statut matrimonial, on a ceux qui sont séparés. Ils ont expliqué en bas, séparés incluaient les divorcés, les séparés, les veuves, ceux qui ont en séparation forcée, etc. Et on a une autre mention là aussi, un peu comme une petite croix là. Water use includes unprotected source. Bon, si je veux voir la traduction rapidement, je sélectionne, je copie. Je repars dans mon navigateur DeepL. Je prends tout ça que je vais effacer et je colle là. Et il me dit, l'utilisation de l'eau inclut une source non protégée. Voilà, donc je crois qu'il voulait dire par là
la source d'eau utilisée en prenant aussi en compte les sources non protégées. Et ils expliquent donc, non, sources non protégées, c'est les puits, les courants d'eau, les rivières, les lacs, ainsi de suite. Donc, il a une explication de ce mot. Parce que justement, il estime que peut-être ce ne serait pas facile à comprendre. C'est pour ça qu'on explique ça sous le tableau. Et parfois, on a déjà fait la même explication dans la section méthodologie. Peut-être que si on regarde en détail, on pourra voir ça à l'intérieur. Mais on remet ici parce qu'on doit pouvoir comprendre le tableau tout seul. Et vous allez voir que dans ce tableau, le titre, c'est « Résumé des caractéristiques de la population des déplacés internes de l'Ouganda ayant répondu » ou des répondants déplacés internes. Tableau 1 en chiffres romains, comme on l'a dit, avec le N qui signifie l'effectif de ceux qu'on a inclus ici. Et donc, vous allez voir qu'ici, maintenant, on a les différentes variables qui ont été collectées. Par exemple, on a les données socio-démographiques, démographiques en social. Et vous voyez qu'ici, ils ont rapporté plutôt le nombre de femmes et non pas le sexe masculin et féminin. Et ça, c'est un élément important qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on rédige des résultats. Il vaut mieux toujours présenter les choses de manière la plus simple possible. Voilà. Donc, ici, on aurait pu dire nombre d'hommes, nombre de femmes, ou bien sexe masculin, féminin, mais ils ont pu mettre juste nombre de femmes. Et avec l'effectif de pourcentage, vous voyez que les titres des colonnes, ici, c'est variable, ici, c'est nombre, entre parenthèses, pourcentage. Et donc, je comprends que chaque fois que je vais voir quelque chose en dehors, c'est l'effectif. Dans la parenthèse, c'est le pourcentage, en fait. Voilà. Après, maintenant, j'ai min age. Bon, là, par contre, ça, c'est un souci. Parce que normalement, ici, si on a dit que le titre, c'était les nombres et pourcentages, on ne devrait pas avoir une moyenne dans la même colonne ici. Ils auraient pu mettre ceci dans le texte directement et ne pas mentionner dans le tableau parce que ça ne reflète plus le titre de la colonne. Voilà. Et de manière générale, lorsque vous avez des variables qui n'ont que deux modalités de réponse, très souvent, il vaut mieux mettre une seule des modalités, sachant qu'on peut facilement deviner ce qu'il y a dans l'autre modalité. Pour le sexe, par exemple, j'ai masculin et féminin. Si on me dit qu'il y avait 62% de femmes, je comprends tout de suite qu'il y avait 40% d'hommes. Voilà. Et ainsi de suite, on peut avoir ça. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils ont mis juste effectif et pourcentage, ça veut dire qu'en fait, c'était une variable à deux modalités de réponse. Quand on n'a pas mis les autres modalités en dessous. Par exemple, ici, attended school. Donc, ça, c'est ceux qui ont été scolarisés, que ce soit le primaire ou le supérieur. Là, je vois qu'il y a 68,7%. Et donc, je peux comprendre aisément que le pourcentage de ceux qui n'avaient pas été scolarisés dans cette population, ça doit être de 31,3%. Voilà, si mon estimation est bonne. Et au lieu de mettre ici scolarisé, oui ou non, ils vont pouvoir mettre simplement scolarisé, effectif, pourcentage. Ça permet de limiter la longueur du tableau et de rester précis, de rester spécifique sur ce qu'on a envie de présenter dans ce tableau-ci. Par contre, maintenant, quand on a plus de deux modalités de réponse, on ne peut plus appliquer le même principe. J'ai par exemple ici le statut matrimonial, comme vous pouvez le voir là, statut matrimonial. J'ai marié pour ceux qui cohabitent. J'ai les séparés et j'ai ceux qui vivent seuls. C'est ça, single, qu'on a ici. Et donc, si ici on avait par exemple donné uniquement le groupe des mariés, je n'aurais pas pu deviner les deux autres parce qu'il serait resté encore deux modalités de réponse. C'est pour ça que là, on met tout. Si on revient ici, le revenu inférieur à 50 000 UGS au mois précédent. Voilà. Donc, ici, on préférait mettre le revenu en deux catégories, inférieur à 50 000 et supérieur à 50 000. Et sachant que quand on me donne déjà la valeur qui est inférieure à 50 000, je sais déjà qu'on peut deviner le pourcentage de ceux qui sont supérieurs à 50 000. Et c'est ainsi de suite donc qu'ils ont présenté les autres modalités de réponse que vous allez voir quand c'est plus de 2 ou juste une ligne quand on a moins de 2. Et vous verrez que si vous prenez le rapport du projet, si c'est peut-être issu d'un projet, c'est possible que ce soit 6 tableaux qu'on ait regroupés ici en un seul. Parce que dans le projet, on peut faire une figure pour le sexe,
On peut faire une figure pour les catégories des tranches d'âge. On peut faire un tableau pour les autres caractéristiques socio-démographiques. On peut faire un tableau pour le statut matrimonial. On est vraiment libre de multiplier les tableaux. Mais ici, on reste vraiment restreint. On reste précis. Et c'est pour ça que souvent, si vous recevez même les résultats de l'analyse statistique d'un statisticien, ce n'est pas forcément dans ce format-là que vous allez le présenter dans l'article. Très souvent, vous pouvez ou même vous devez reformater, redisposer vous-même les tableaux pour rester vraiment avec quelque chose de succinct et de précis qui permet de présenter ce que vous avez là. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils ont commenté ce tableau-ci dans la section résultats de l'article. Très bien. Je vais un peu plus bas là, considération éthique. Voilà, j'y arrive, résultat, très bien. OK. Donc, je vois ici, il dit le nombre total. Bon, je vais traduire directement, mais on aurait pu copier et coller dans DeepL comme j'ai montré précédemment. Le nombre total de ceux qui ont terminé l'interview était de 1206. Rappelez-vous, on l'a dit, dans les résultats, les premières informations qu'on va donner en général, c'est le nombre de participants ou c'est le diagramme de flux. Ici, ils n'ont pas voulu faire un graphique pour ça. Voilà, parce que justement, je comprends qu'ils veulent rester succincts, rester précis, mais quand même, avec des phrases, ils ont décrit comment est-ce que le recrutement s'est passé. Nombre total, 1206. Le taux de réponse était de 94%. On avait 44 absents, 22 qui n'ont pas consenti et 8 qui ont eu un questionnaire incomplet. On aurait pu en faire un graphique, justement. Ensuite, il dit, les caractéristiques de l'échantillon sont résumées dans le tableau 1. Et donc, vous allez voir que, justement, il cite déjà ce tableau parce qu'on a dit, tous les tableaux qu'on a doivent être cités, doivent être appelés dans le texte. Maintenant, regardons les éléments qu'il a présentés comme résultat. Il dit, une grande proportion. Enfin, il y avait plus de femmes que d'hommes dans la population, 60%. L'âge moyen était de 35 ans et plus de 3 quarts des répondants étaient mariés. 2 tiers des répondants avaient été déplacés pour 5 ans ou plus et à peu près 2 tiers des répondants gagnaient moins de 50 000 de Uganda shilling le mois précédent. Et là, ils ont fini avec le tableau 1. Donc, vous voyez que dans le tableau 1, les éléments qu'ils ont choisi de présenter, qui semblent pertinents pour leur étude, c'est le pourcentage de femmes qu'on a eu ici. C'est le revenu. Je crois que c'est le statut matrimonial. C'est le nombre d'années depuis combien de temps ils sont déplacés. Je crois que ça doit être ça ici. Et c'est tout. Par exemple, ils n'ont pas parlé du nombre de camps dans lequel la personne a déjà vécu, qui est là. Ils n'ont pas parlé du nombre de personnes qui avaient plus de 5 habitants dans leur ménage qu'il y a ici. Ils n'ont pas parlé du niveau d'éducation que les personnes avaient qu'il y a ici et plein d'autres choses qu'on a dans le tableau. Et c'est pour ça qu'on disait que la section résultats vise à ressortir juste quelques faits principaux en sachant qu'on a déjà dit le tableau 1 pour le cas d'espèce décrit les résultats. Le tableau 1 décrit les données socio-démographiques, les caractéristiques de la population et celui qui lit peut se référer donc à ce tableau pour avoir plus de détails et plus ample information. Voilà. Maintenant, on va regarder un autre tableau, un dernier tableau pour ce document-ci. C'est celui-ci, tableau 4, qui a pour titre Multivariate Analysis for Social Variables and Health Variables. Donc, analyse multivariée des variables sociales et des variables liées à l'état de santé. Et vous voyez qu'on reste dans le même principe. C'est 3 traits. Maintenant, parfois dans les tableaux d'analyse multivariée, puisque dans les titres de colonne, on a 2 niveaux, comme ici. On a PCS, coefficient 95% confidence interval et valeur P. C'est pour ça qu'ils ont ajouté cette ligne qu'on peut retrouver ici pour séparer les 2 colonnes de l'entête, en fait. Mais toute la partie en tête
est là. Et dans toute la partie résultat qu'on a ici en bas, il n'y a pas de traits horizontaux ou de traits verticaux qu'on retrouve là-dedans. Ensuite, maintenant, on va voir que les abréviations aussi, c'est expliqué. PCS, c'est Physical Component Summary. MCS, c'est Mental Component Summary. COF, c'est coefficient. CI, c'est Confidence Interval, dans l'intervalle de confiance. Et vous voyez qu'ils ont remis la définition de USH ici, bien qu'ils avaient déjà décrit dans le tableau précédent défini. Ils remettent la définition ici. Et même REF, ça veut dire groupe de référence, etc. Voilà. Et ils ont mis des étoiles aussi. Il dit là où il y a une étoile, ça veut dire que ce n'était pas statistiquement significatif. Je crois qu'on doit la voir à la fin du tableau là. Et les autres explications qui vont avec. Et en fait, ça, c'est le genre de tableau qu'on utilise pour évaluer les facteurs associés à un événement. Et comme je l'ai dit, ici, c'est, je crois, le odds ratio, l'intervalle de confiance, et puis la valeur P qui l'accompagne. Vous pourrez voir dans les vidéos dont j'ai parlé sur notre page YouTube pour davantage comprendre comment est-ce qu'on interprète ces paramètres. Mais néanmoins, on va voir comment est-ce qu'ils ont fait l'interprétation dans la section résultats, pour que davantage vous puissiez donc comprendre comment ça se fait. Statistique, analyse, result, très bien. Voilà, donc, dans résultats, on a une section là, est-ce que c'est bien ça, multivariate analysis? OK, très bien. Donc, c'est ça qu'on a ici. Ça, c'est la section qui parle de ces facteurs associés dans cet article-ci. Et là, on va voir qu'il rappelle la variable indépendante avec les facteurs significativement associés sont présentés dans le tableau 4. Voilà. Donc, il dit ce qu'il y a le tableau 4, il fait un appel en fait au tableau 4 ici. Ensuite, les variables indépendantes avec une association négative au PCS étaient le sexe féminin, l'âge croissant, le fait d'être séparé, la distance par rapport au camp qui était élevé, l'absence de savon dans le ménage, et puis il s'arrête là. Ensuite, pour le MCS, les variables qui avaient une association négative avec étaient tant, il s'arrête là. Or, en réalité, dans ce tableau 4, il y a beaucoup d'autres variables. Mais il a relevé juste les variables qui avaient une association significative et peut-être même pas toutes. En général, on va prendre juste quelques-unes de ces variables-là qu'on va décrire donc en disant, ben, voici les facteurs qui étaient associés à l'événement, voici les facteurs qui n'étaient pas associés, ou du moins qui avaient une association significative avec l'événement. Et on va s'arrêter là. Sachant que dans le tableau, maintenant, on peut retrouver toutes les autres variables qu'on a eu à décrire et avec toutes les autres études d'association qu'on a eu à faire dans ce travail-ci. Et vous allez voir que si on regarde toute la section résultats de cet article, ça n'atteint même pas une page, du moins la partie concerne le texte. Parce que ça commence ici et ça s'arrête juste là avant la discussion ici. Et on a bien des sous-sections à l'intérieur, une description brève par rapport aux tableaux qui sont présentés plus bas et qui ont donc l'ensemble des détails dont on pourrait avoir besoin dans son article. Voilà, donc c'est à ça qu'on s'attend lorsqu'on rédige la section résultat d'un article. Maintenant, si on regarde la section méthodologie, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a deux sous-sections qu'on va presque toujours retrouver. Considération éthique, c'est ça que vous avez là, ethics, et analyse statistique, c'est ça que vous avez ici. Parce que c'est quasiment deux choses qu'on va toujours retrouver lorsque on est en train de faire un article. Il faut tenir compte de l'éthique et il faut analyser les données pour pouvoir rendre compte. Voilà. Maintenant, si on prend la section méthodologie, donc, qui commence ici, on a dit ça doit être expliqué au détail près. On doit avoir toutes les informations qui sont nécessaires pour reproduire l'enquête. Et les sections ne sont pas toujours identiques. Par exemple, vous voyez que ici, cet auteur a choisi de décrire son questionnaire. Il y a carrément une section sur le questionnaire de l'étude. Or, en général, on ne va pas décrire le questionnaire, mais je pense que c'est parce que ici, le questionnaire, c'est quelque chose de très important
pour comprendre le travail qu'il a fait, il faut comprendre les questionnaires qu'il a utilisés. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a cette section ici. Donc, on va voir ce qui est mentionné dans la section méthode. Il dit, cette étude s'est tenue en novembre 2006 dans les districts de Gulu et Amuri, au nord de l'Ouganda. Deux districts qui ont à peu près 650 000 déplacés internes, avec près de 40% de l'ensemble des déplacés internes de l'Ouganda. Donc là, il décrit le lieu de l'étude. Et comme je disais la dernière fois, en présentant les éléments qui lui semblent importants. Voilà, donc je disais, il décrit l'article en présentant les éléments qui lui semblent importants pour comprendre pourquoi il a fait cette étude à cet endroit-là. On aurait pu se demander, mais pourquoi celui-ci fait un article et au lieu de nous parler de l'Ouganda en entier, il préfère aller nous parler simplement du nord de l'Ouganda. Et là, il nous explique donc, en fait, c'est parce qu'on a 650 000 déplacés internes dans ce camp-là et c'est près de 40% de l'ensemble des déplacés internes de l'Ouganda. Et il dit, près de 80% des habitants du district vivent dans les camps, dont la taille va de 1100 à près de 60 000 dans certains cas. Ça, c'est la description du lieu de l'étude. Et je crois que c'est ce qui est vraiment important ici. Et ça va vraiment varier d'un cas à l'autre. Quelqu'un d'autre va décrire son lieu d'étude plutôt en donnant la position géographique, en donnant même une carte pour qu'on voit bien où est-ce que c'est situé. Surtout parfois, lorsqu'on a fait des travaux, peut-être on se dit, bon, c'est important qu'on sache quelle est la distance entre les différents points. Ou peut-être il faut que je montre que le lieu d'étude était proche d'un cours d'eau, peut-être parce qu'il y a un élément important par rapport à cela, ou le sujet que j'évalue, etc. Donc, c'est ça qu'on a ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a la forme active au passé composé. Cette étude s'est tenue en novembre dans tel district. Les deux districts contiennent à peu près 60 000 déplacés internes. Ensuite, ils disent, une étude transversale descriptive a été menée. Là, c'est la forme passive au passé composé. Une étude a été menée. Une étude a été menée. Ensuite, il dit la population était des adultes de plus de 18 ans, sexe masculin ou féminin, et les déplacés internes étaient définis comme les personnes vivant officiellement dans les camps. Là, il n'a pas mis de titre, mais cette section décrit le lieu de l'étude et la population d'étude. Et comme je disais la dernière fois, chacun est libre vraiment d'organiser comme il pense être la meilleure façon pour retracer. Toujours est-il qu'on doit retrouver tous les éléments à un endroit ou à un autre de la section méthodologie. Ensuite, il revient donc à la description du questionnaire où il est écrit donc, OK, dans l'étude, within the study questionnaire general physique, OK, les questionnaires de santé physique générale et de santé mentale étaient mesurés en utilisant un rappel de 4 semaines d'une version du SF8 qui est un instrument psychométrique développé par Quality Metric. Cet instrument cherche à mesurer la forme physique générale, l'état mental et n'est pas spécifique à l'âge ou à certaines maladies. Donc là, il explique d'abord quel est le questionnaire qu'il a utilisé. Et vous voyez que c'est la forme passive. Les données ont été collectées en utilisant tel questionnaire. Ça, c'est admis. Ça, c'est permis lorsqu'on parle de la méthodologie. Et il explique maintenant, c'est un instrument qui permet de mesurer la santé mentale qui n'est pas dépendant de l'âge ou de l'état de santé de la personne. Il explique que le questionnaire a un seul item. Et bon, on a toute l'explication des différents questionnaires qui ont été utilisés ici. Là, par exemple, le SF8 a été traduit dans plus de 30 langues et utilisé par beaucoup de pays. Voilà. Il y a un autre plus long transistor qui a été utilisé dans les zones de conflit et qui a permis de mesurer certaines dimensions, et ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment une explication sur son questionnaire. Ce n'est pas obligatoire d'avoir ça, mais en fonction de l'étude qu'on fait, l'auteur peut juger important
de faire cette description-là et ça passe et c'est valide et c'est correct. Ensuite, il dit le questionnaire a été traduit et administré en Luo, la principale langue de ces districts-là. La traduction a suivi les guidelines ou les recommandations et a aussi subi la transcription inverse, le pré-test, on en a parlé une fois déjà, et une revue détaillée par l'équipe de l'étude. Et vous voyez qu'ici, on met les références. Les références qu'il y a ici, en fait, je crois que ça renvoie aux recommandations de la traduction. Il dit la traduction a été faite suivant les recommandations, les principes ou les recommandations, les principes recommandés, mais il ne donne pas ces principes-là ici. Et comme on l'a dit, pour les méthodes qui sont déjà décrites ailleurs, on peut simplement faire référence à ces méthodes-là sans forcément avoir à les décrire à nouveau là où on est en train de travailler. Voilà, c'est donc toute la section sur le questionnaire. Ensuite, on a la méthode d'échantillonnage. Voilà, et avec toute l'explication qui va, on a fait un échantillonnage à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était un choix aléatoire des camps. Le deuxième niveau, sur une liste de temps, on a choisi 65. Bref, toute l'explication qui va avec le choix des différents participants à l'étude. Ensuite, à cause de la grande taille des camps, un autre niveau d'échantillonnage a été fait. Bref, on a toute l'explication qui va là. Et une équipe de 15 personnes ont recruté, donc 8 hommes et 7 femmes, qui venaient de la région du nord de l'Ouganda. Et vous vous rappelez, on a bien dit qu'il y avait la question de qui qu'il fallait introduire. Là, ils ont donné les personnes qui ont collecté les données et en expliquant d'où ils venaient pour qu'on comprenne quel est le profil. Et ça, c'est parce que dans ce cas précis, on avait affaire peut-être aux participants qui ne parlaient pas français. Donc, il faut dire dans la méthode qui a collecté ces données-là pour qu'on puisse se rassurer que la qualité peut être celle qui est attendue. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il n'y a pas forcément une section procédure de collecte des données. Il n'y a pas une section analyse d'échantillons parce qu'il n'y a pas d'échantillons analysés ici. C'est vraiment chaque auteur qui définit cette section-là selon ce qui est pertinent pour son étude. Et après, donc, on a les considérations éthiques. Il dit la clearance éthique a été obtenue de Bulu University. Voilà, ça c'est l'organisation qui a donné la clearance éthique. Ensuite, il dit le consentement était obtenu et clarifié. Ça, c'est l'autre point qu'on avait dit qu'il doit être retrouvé dans la section considération éthique. Ensuite, les données ont été collectées de manière confidentielle et anonyme. Rappelez-vous, on a parlé de la confidentialité et du fait de bien gérer les données. Voilà. Ensuite, un membre de l'équipe était un psychiatre et un autre était un psychiatre doublement formé qui pouvait donner des conseils si besoin. Ça, c'est le point où on disait, s'il y a une trouvaille, s'il y a un problème, comment est-ce qu'on gère? Eux, ils avaient dans leur équipe donc, un psychiatre ou une infirmière bien formée qui pouvait assurer cela. Après, on a la section analyse statistique, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, les résultats qui suivent. Voilà donc un exemple, en fait, de rédaction de section résultats et section méthodologie d'un article scientifique et qui respecte très bien tous les principes qu'on a eu à voir et dont on a échangé dans les sections précédentes. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va s'arrêter pour ce module.